Bonjour et bienvenue dans Reporter, l'émission de grand reportage de la rédaction de France 24. Le 19 mars 1962, la France et l'Algérie signent les accords d'Évian. Un cessez-le-feu qui ouvre la voie vers l'indépendance, mais la transition se fera dans la douleur et la violence. L'OAS, l'organisation armée secrète, refuse ces accords. Les Pieds Noirs sont contraints de fuir l'Algérie, alors que la France abandonne à leur sort des milliers de harkis. 60 ans après, nous avons retrouvé les témoins et les acteurs de cette date clé dans l'histoire des deux pays. Un document signé Georgi Yazbek, Nesrine Benzebouchi et Karim Yayaoui. Un bâtiment chic sur les rives paisibles du lac Léman. Cette résidence privée était autrefois l'hôtel du Parc. Aucune plaque, aucune indication. Pourtant, l'histoire franco-algérienne y a connu un moment décisif. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. La paix, enfin, après 7 années et demie d'une guerre cruelle et interminable. Pourtant, beaucoup avaient espéré qu'elle s'achève bien avant. La date charnière pour la France, c'est 59. Le 16 septembre 59, De Gaulle, à la télévision, dit qu'on va s'orienter vers l'autodétermination. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Et ça a été compris à ce moment-là comme une marche vers l'indépendance. J'étais enfant en Algérie quand mon père y a été envoyé comme professeur. J'étais sous-lieutenant en Algérie pendant la guerre. Et en 16 septembre 59, on a cru que la guerre était finie. Alors, comme vous le savez, les négociations d'Évian n'ont commencé à aboutir que printemps 62. Le père de Pierre Jox, Louis Jox, sera à la tête de la délégation française qui négociera les accords d'Évian. Mais entre la déclaration du général de Gaulle et les accords de cessez-le-feu, la guerre va redoubler d'intensité. Entre 1959 et 1961, le plan Châle vise à imposer la puissance militaire française face aux combattants de l'ALN. Mais de Gaulle pouvait-il vraiment aller plus vite sur le chemin de la paix ? Il ne pouvait pas, le général. Mais vous voyez comment il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir par des généraux au nom de l'Algérie française. S'il prend cette position maintenant, c'est demain le putsch en France. Dans ce contexte de violence extrême, les négociations continuent quand même. L'armée française engrange les succès militaires, mais la guerre d'Algérie est de plus en plus difficile à défendre politiquement. En 1961, à Évian, non loin de la frontière suisse, un nouveau round de négociations suscite de nouveaux espoirs. Sur le territoire helvète à la réputation de neutralité, le FLN a trouvé une base arrière propice aux discussions avec les autorités françaises. Je m'appelle André Gazu et je suis arrivé en Suisse en 1960 d'une manière un peu particulière puisque je venais de déserter. André Gazu a déserté, horrifié par la torture. Il a trouvé refuge en Suisse où il est embauché par la télévision publique. En 61, j'ai réussi, j'étais un des premiers à pouvoir être admis à Bois d'Avaux, où il y avait la délégation du GPRA. Ils étaient arrivés dans un avion Swissair depuis Tunis, et ils résidaient dans ce site de Bois d'Avaux, gardé par l'armée suisse, avec des canons DCA, par crainte d'un bombardement par un petit avion. L'OAS, bien sûr. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que le maire d'Évian venait d'être assassiné par les gens de l'Algérie française.
L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les auteurs de l'attentat d'Évian qui coûta la vie au maire de la ville, M. Camille Blanc, et blessa légèrement sa femme. Les enquêteurs examinent actuellement les quelques pièces du dossier, lettres de menaces de toutes sortes expédiées presque toutes d'Algérie. Et donc, moi, je me suis retrouvé un lundi 5 juin à Bois d'Avaux. Pour moi, c'était assez incroyable de me retrouver face à des négociateurs. Le bonheur, peut-être que cette guerre va se terminer. Mais hélas, les négociations d'Évian numéro 1 sont achevées sans conclusion. Je m'appelle Yves Roland Bicard. J'étais à l'époque au cabinet des affaires algériennes, dont le titulaire était Louis Jox. Évian s'est déroulé en plusieurs stades. Premier Évian, Karim Belkacem avait imposé dans deux principes qui étaient des lignes rouges, l'unité du peuple, qui s'opposait à ce qu'on fasse un statut spécial pour les Piémonts, et puis l'unité du territoire. Et pas question que vous démembriez l'Algérie en la privant des départements sahariens. Ça n'a pas marché, le premier Évian, parce que nous, on s'est accroché à ça. Mais à peine ça avait loupé, il y a eu le putsch. La perspective d'une Algérie indépendante est inconcevable pour certains gradés de l'armée française. En avril 1961, ils tentent de renverser le pouvoir gaulliste. L'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Chasles, Jouot et Zeller. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Les putschistes n'ont jamais réussi à mobiliser le contingent parce qu'ils avaient tous des transistors. Ils écoutaient ce qu'on disait à Paris, les appels du général à résister à ce putsch. Donc le putsch a échoué. Ensuite de ça, le général nous convoque. Il nous commence par nous dire l'Algérie, c'est la boîte à chagrin. Mais est-ce que vous avez un avis à me donner sur l'avenir des négociations? Je dis au général, oui, j'ai quelque chose à dire. Jamais les Algériens ne renonceront au Sahara. Il faut qu'ils aient la souveraineté, et si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. J'ai été agréablement surpris d'entendre dans la conférence de presse qu'il a fait 10 jours plus tard dire « Qui pourrait penser que les Algériens renonceraient un jour à la souveraineté sur le Sahara? Nous sommes prêts à la reconnaître, mais il nous faut des garanties. » L'accord sur la question du Sahara débloque des négociations qui menaçaient encore une fois de s'enliser, alors que le général de Gaulle se montrait de plus en plus pressant avec ses négociateurs. Le cessez-le-feu est signé le 18 et entre en vigueur le 19 mars 1962 à midi. L'Algérie est née au forceps. Ce n'est pas une simple transfert de souveraineté comme ça, comme en Tunisie ou au Maroc. Ici, ça a été très dur. Les Algériens obtiennent également gain de cause sur une question fondamentale à leurs yeux. Il n'y aura pas de statut particulier pour les Européens. On voulait donner 1 million d'Européens de nationalité algérienne, tout en gardant la nationalité française. Ça faisait un État dans l'État. Là, nous avions refusé. Un référendum d'autodétermination sera organisé dans les 3 mois. Une Algérie où l'égalité des droits des citoyens sera garantie doit voir le jour. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. La France obtient une concession pour 15 ans de la base militaire de Mers el-Kébir et elle pourra continuer ses expérimentations nucléaires dans le Sahara jusqu'en 1966. Quant aux immenses réserves de pétrole du pays, l'Algérie en devient propriétaire, mais c'est la France qui en aura la gestion pendant plusieurs années. La signature des accords marque un immense soulagement en métropole.
Alors, je suis bien content d'un côté parce que je pars bientôt faire mon service militaire et je pense bien que ça va terminer. Je pense une chose, que c'était la seule des choses qu'on devait faire. Eh bien, c'est un cauchemar qui se termine, quoi, depuis le temps que ça a duré, depuis 7 ans, hein, c'était un peu long. C'est un bien, c'est un mal. Pourquoi? J'ai ma famille qui est en Algérie. Vous avez votre famille en Algérie? Oui, monsieur. Et vous craignez pour elle? Moi, je crains pour eux, oui, monsieur. La crainte du pouvoir gaulliste à l'époque, c'était que la guerre d'Algérie reprenne. Donc, il a encouragé ses représentants dans ces négociations à lâcher tout le plus vite possible, sans contrepartie réelle et sans se donner les moyens et le temps pour organiser le passage à un État. Côté FLN, on appelle alors à la vigilance. Le cessez-le-feu d'abord n'est pas la paix, à juste raison, puisqu'on avait la violence de l'OAS. Et quand les accords ont été signés, il y a un déferlement de violence inouïe en Algérie. L'OAS multiplie les attentats et les meurtres. Le FLN réplique par des assassinats et des enlèvements. Les commandos de l'organisation armée secrète affrontent l'armée française dans une guérilla urbaine meurtrière. Déjà à Oran, attaqués par des commandos OAS, les troupes ripostaient. Dans les rues étroites, on tirait des terrasses sur les CRS qui établissaient leur quadrillage. On dénombrait 3 morts, on comptait 66 blessés. Le 26 mars, une manifestation pro-OAS dégénère à l'entrée du quartier de Bab el-Oued. Le bilan est très lourd, des dizaines de morts et un tournant dans l'esprit de beaucoup de pieds noirs. On a fait tirer par l'armée française sur des Français. Alors pour les pieds noirs, c'était la preuve que l'OAS avait raison en disant c'est la valise ou le cercueil. Les accords promettaient une Algérie multiculturelle, mais durant cette période de transition, entre mai et juin 62, des centaines de milliers de Français fuient l'Algérie. En juin, le FLN et l'OAS finissent par signer un accord, rapidement désavoué. Et malgré l'appel du FLN, l'exode des pieds noirs continue, irrémédiable. Algériens d'origine européenne, au nom de tous vos frères algériens, je vous dis que si vous le voulez, les portes de l'avenir s'ouvrent à vous comme à nous. Notre peuple, dans sa sagesse, a supporté tant d'épreuves. Que ce soir, que demain, cessent les dernières violences. Mais les violences vont continuer et s'inviter le jour même de l'indépendance. Le référendum prévu par les accords d'Évian est une formalité. Plus de 99% des votants choisissent l'indépendance. Mais le 5 juillet, à Oran, la fête nationale est endeuillée. Des coups de feu partent, c'est la panique. On soupçonnera l'OAS. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Une fusillade qui a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés parmi les deux communautés. Après la fusillade, c'est un déferlement de violence. De nombreux Européens sont lynchés. La France laisse aussi derrière elle des dizaines de milliers de harkis, ces supplétifs de l'armée française qui s'étaient engagés du côté du colonisateur, des traîtres pour le FLN. Ils les ont volontairement laissés sur place. Certains disent, comme on dit maintenant aujourd'hui, bon, ils ont été abandonnés. Ensuite, ceux qu'ils ont rapatriés ici, l'armée les a rapatriés. Ils les ont mis dans des camps. Ils les ont mis dans des camps pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Le général a ordonné à Jox de donner des instructions pour qu'on n'embarque pas les harkis. Il avait dit, ces harkis, c'est les gens qui veulent nous foutre la pagaille en France, je ne veux pas qu'ils reviennent. Moi je m'appelle Flou Mohamed Arzki. Mohamed Floui a cru qu'il pourrait rester. Il a passé 6 années en prison avant de réussir à rejoindre la France.
Je l'ai croyé les accords de vie. Moi, je crois que c'est garanti. Par exemple, si je viens ici en France, j'ai le droit d'amener ma femme, mes enfants, par exemple, mais pas ma mère, et pas mes frères, et pas mes soeurs. Bon, je lui dis, peut-être, ça va, je reste. 19 mars, le 22 juillet 62, tout le monde est en prison. Il y a des morts, il y a des... La majorité, elle est morte. De Gaulle, il n'a pas donné les harkis. C'est lui qui l'envoie, nous, au couloir de la mort. Les accords d'Évian, s'ils marquent la fin de la guerre d'Algérie, ne seront pas reconnus par le futur pouvoir algérien, et notamment par les militaires, qui y voient la marque d'une persistance du colonialisme. Côté français, ils n'auront été que le moyen de sortir d'une guerre devenue bien trop impopulaire. Voilà les accords d'Évian, et voilà. Il y en a 7 ou 8 pages. Tout cela, c'était un projet magnifique qui aurait pu entrer en vigueur dans les années 40, 50, peut-être 60. Mais ça a été gâché par, en effet, des hésitations, des reculs, des crimes des deux côtés. Les Algériens ont conquis leur indépendance. Et sur les visages d'une jeunesse radieuse, on peut lire alors tous les espoirs d'une nation naissante. Quant à la société multiculturelle, promise dans les accords d'Évian, elle n'aura existé que sur quelques pages d'un document auquel personne ne croyait vraiment. Un document de Karim Yayaoui, Georges Yazbek et Nesrine Benzebouchi. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter, toujours sur France 24 et France24.com.